merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de revoir en effet beaucoup d'amis et de revenir ici, où je crois je suis venu pour la première fois, j'ose pas dire il y a un demi-siècle, mais quand même il y a plus de 40 ans. La salle était disposée plutôt par là. Et pour la première fois, j'arrivais, donc à la fin des années 70, et j'étais très impressionné par le château de Coppet. Et là, le plaisir est entier, et je suis quand même impressionné à cause du sujet qu'on m'a, qu'est-ce qu'il faut dire, suggéré, indiqué, imposé non, mais quand même indiqué très, avec beaucoup d'insistance. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, il aurait été impensable de venir parler au château de Coppet de Thérèse philosophe et du portier des Chartreux. C'était, puisque ce sont des livres qu'on mettait sur le second rayon, c'est la formule obligée, qu'on avait le droit de lire, mais dont on ne pouvait pas dire qu'on les avait lus. Bon, il se trouve que la société évolue, et de même, si on peut risquer cette comparaison, je ne sais pas si vous remarquez, dans les appartements, maintenant, il y a de moins en moins de cloisons. Il faut que la cuisine communique avec la salle à manger. Et même, j'ai visité des appartements où la salle de bain et la toilette n'étaient plus séparées que par une vague glace de la chambre à coucher. Ce qui m'a beaucoup choqué. Mais je me suis dit que j'étais très vieux. Et donc, de la même manière, on ne cloisonne plus les livres, et on a déjà utilisé l'adjectif libertin, c'est celui qui a permis le glissement d'un type de littérature à l'autre. Puisque ce qu'on appelait dans le canon scolaire, ce qu'on pouvait appeler littérature libertine, c'était le roman mondain du type Crébillon, Les égarements du cœur et de l'esprit. Donc, on évoquait des séductions, on évoquait des corps en émoi, mais tout cela était dit dans la langue la plus honnête et désigné de manière elliptique, allusive, métaphorique. En 1993, Raymond Trousson a publié un volume de la collection Bouquins qui s'appelait Romans libertins du XVIIIe siècle. Et je ne me souviens plus, il y en avait plus d'une dizaine. L'essentiel était constitué par ce type de romans de séduction mondaine, mais pointait le nez quand même Thérèse philosophe, là, et Félicia, l'héroïne de Nercia, qui introduisait une tonalité plus crue et des scènes explicitement sexuelles. En 2000-2005, la bibliothèque de la Pléiade a lancé des romanciers libertins, mais elle avait déjà 2 volumes de romans du XVIIIe, où il y avait les principaux romans, dont ceux de Crébillon. Et donc, à la fois pour des raisons pratiques et des raisons aussi d'évolution du goût, ces romanciers libertins du XVIIIe, sous la direction de Patrick Waldazowski, ont été essentiellement ces romanciers comme l'auteur du Portier des Chartreux et Thérèse philosophe, donc des romans explicites. Et le mot libertin prenait un sens nouveau, et on est un peu gêné dans le vocabulaire, parce que quel terme utiliser ? Parfois on trouve grivois, mais grivois c'est de l'ordre de la plaisanterie un peu salace, c'est pas la même chose. Pornographique, bon, pornographe est un mot qui apparaît à la Rétif de la Bretonne dans les années 1760, pornographique au XIXe siècle.
Bon, là, on imagine le roman bas de gamme, alors que les romans dont je voudrais vous parler sont des romans écrits avec tout un arrière-plan culturel et philosophique qui sont absents généralement de ce qu'on appelle la littérature de gare, la littérature pornographique. D'ailleurs, en France, la suppression du service militaire a porté un coup presque fatal à ce qu'on appelait la littérature de gare. Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre bonne République helvétique. Donc maintenant, ce type de littérature est un objet normal d'étude. Alors d'abord, les historiens du livre, bien évidemment, Robert Darnton, qui a beaucoup travaillé sur la société typographique de Neuchâtel, Roger Chartier aussi, ont montré que dans les ballots de ceux qui faisaient le trafic de livres interdits entre la Suisse, par exemple, ou la principauté de Liège et la France, voisinaient le Portier des Chartreux et des textes de Voltaire, et aussi parfois des textes religieux, mais hétérodoxes, par exemple des textes jansénistes. L'un des libraires, des imprimeurs libraires qui va produire ces livres, c'est un janséniste qui, par ailleurs, fait beaucoup de littérature extrêmement pieuse, mais contraire à la norme pontificale que suivait l'Église de France. Ensuite, donc, ce sont les littéraires qui sont intéressés à ce type de littérature. Je voudrais citer Jean-Marie Goulmot, qui a été à la pointe de certaines études avec un livre qui s'intitulait « Les livres qu'on ne lit que d'une main ». C'est une formule de Rousseau. Alors selon que vous soyez gaucher ou droitier, enfin je ne connais pas vos habitudes, vous lisez de l'autre main. Et donc il analyse très précisément la spécificité de ces romans clandestins qui visent l'excitation, mais qui suscitent également, et c'est la différence avec la littérature dite pornographique d'aujourd'hui, qui cherche une complicité intellectuelle et culturelle avec le lecteur. D'où parfois des textes qui sont élitistes, finalement. Je fais une petite parenthèse. La toute première fois que j'ai eu en main, j'étais étudiant, un volume Thérèse philosophe, c'était dans une de ses collections, et j'étais très très content parce que pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir des occurrences d'un vocabulaire érotique que je croyais seulement du XXe siècle. Donc j'étais passionné, je me suis dit je vais faire une étude absolument bouleversante sur le lexique. Donc je suis allé quand même vérifier à la Bibliothèque nationale, à une époque où il fallait une autorisation pour consulter les livres de l'enfer. Enfin, bon, j'arrive et j'ai découvert que le livre que j'avais interposait des paragraphes de crudité contemporaine parce qu'il trouvait que finalement Thérèse philosophe c'était quand même pas assez excitant pour un lecteur. Donc j'étais déçu. Mais je l'ai toujours gardé, mais je ne l'ai pas apporté. Ensuite, après, une dizaine d'années après le livre de Goulmot, j'ai publié le Savoir-vivre libertin, qui est aussi un savoir-livre libertin, où Goulmot travaillait, lui, essentiellement sur ces livres explicites, des livres à contenu sexuel évident. Et moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'est de montrer la continuité du libertinage mondain et bienséant à un libertinage qui l'est moins. Et j'avais d'autant plus envie de faire ce travail qu'à la fin du siècle, on a Sade qui, tout le temps, tout au long de sa carrière, a publié
les deux types d'écriture. Il a raconté les mêmes histoires dans un langage qui lui permettait de publier sous son nom et dans un langage qui l'obligeait à publier anonymement et clandestinement, mais économiquement de manière efficace. Et quand les terres provençales ne rapportaient plus, il comptait un peu sur ce type de littérature. Les littéraires, donc les historiens du livre, les littéraires, les philosophes, tout dernièrement, les philosophes se disent qu'il y a un filon, ils ont raison. Colas Duflo a publié en 2019 Philosophie des pornographes, les ambitions philosophiques du roman libertin. Et l'an passé, Élise Sultan-Villet a publié Le roman libertin, la philosophie, alors elle joue un peu sur les mots, d'essence, dessus-dessous. Et ce qu'il montre, c'est que c'est une littérature complètement baignée des questions philosophiques du temps, du XVIIIe siècle, et des livres qui n'hésitent pas, selon des pratiques courantes à l'époque, à recopier, à s'approprier des passages de manuscrits clandestins qui circulaient dans les milieux cultivés du temps. Et on voit bien que si on définit la philosophie des Lumières comme une philosophie optimiste qui croit à la possibilité d'éduquer la plus large partie de la population, donc de transformer la société par la formation intellectuelle et morale. Bon, alors ensuite Rousseau est venu un peu casser tout ça en disant que les progrès intellectuels et scientifiques ne faisaient pas avancer l'humanité d'un pouce. Bon, mais l'espoir des Lumières, c'était quand même d'un progrès. Et donc, toutes les voies étaient bonnes, le théâtre, le roman, et d'une certaine manière, des romans licencieux, disons, œuvrent également dans cette perspective, et ils vont faire réfléchir, intégrer la question de la vie intime dans le problème général de la réforme des mœurs et de la transformation de la société. Les Lumières, généralement, réhabilitent l'homme, libéré du péché originel, légitiment la recherche du bonheur, et ces romans-là, dans le bonheur, vont plus précisément légitimer le plaisir, et le plaisir physique, et le plaisir sensuel. Bon, le mot sexuel n'existe pas à l'époque, hein, mais cela va dans ce sens. Et les historiens d'art même s'intéressent également à ce type de littérature. Par exemple, en 2020, Guillaume Farou, qui est l'actuel conservateur des peintures du XVIIIe au Louvre, et le commissaire des expositions Fragonard, Hubert Robert, et qui est un très bon connaisseur aussi de la littérature de l'époque, a publié je ne sais pas comment appeler ça, un essai, mais vous voyez, un livre très gros et très beau, qui s'intitule L'amour peintre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle. Et là aussi, j'ai été étonné et intéressé de constater qu'il place Le Portier des Chartreux et Thérèse philosophe, qui sont deux romans publiés d'emblée avec tout un programme iconographique, un grand nombre de gravures, comme un moment clé dans l'histoire de l'illustration. C'est donc dans les années 1740-1750. C'est un tournant où l'illustration va avoir une relation plus directe
avec le texte et va intéresser les écrivains eux-mêmes qui contrôlent plus ou moins cela. Et de même donc que les intrigues décrivent les corps, décrivent les ébats, les postures, de même les illustrations. Je crois qu'en cinéma aujourd'hui on appelle ça la nudité frontale. Donc là on a de la nudité frontale, encore que, bon, rien n'est jamais acquis à l'homme, hein, et la liberté dans ce domaine peut toujours régresser. Donc, il y a des analyses tout à fait formidables, je trouve, de Guillaume Farroux. Il dit, prenez le libertinage bienséant, du boucher, du watteau. On a des couples qui sont dans des sous-bois, dans des clairières, et dans un certain nombre de tableaux, il y en a un qui s'appelle la perspective en particulier, où on a une allée comme ça, forestière, et il y a un couple qui visiblement s'écarte et entre dans les sous-bois. Et pour savoir, Watteau ne nous le montre pas, pour savoir ce qu'ils font, eh bien, il faut ouvrir Thérèse philosophe ou le Portrait des Chartreux, et l'on a des scènes qui se passent dans le sous-bois. Cette illustration, donc vous ne les verrez pas, hein, vous êtes condamné à l'imagination et on va théoriser la chose plus tard. La frustration était prévue, en fait, et justifiée. Dans ces illustrations, vous avez des frontispices allégoriques, avec des Vénus, des Priapes, enfin. Vous avez des postures, exactement comme ce qui a été un des modèles de cette littérature et de cette illustration depuis le XVIe siècle, Imodi de l'Arétin, hein, qui a eu des grands illustrateurs, et ce qu'on appelait un arétin au XVIIIe siècle, Casanova en avait toujours dans sa poche, c'était des recueils de postures. Donc on trouve cela, mais on trouve également des scènes de genre qui ressemblent beaucoup plus au frontispice des romans dont il a été question dans les séances précédentes, c'est-à-dire qu'on a un décor intime. Bon, il se trouve que les gens sont un peu plus près les uns des autres et un peu plus les uns dans les autres que dans Clarence, Adélaïde de Clarencé ou d'autres. Donc, vous voyez, aujourd'hui, toutes les disciplines des sciences humaines s'intéressent à ce type de roman et montrent l'importance qu'ils ont eue. Et faut-il dire le summum, enfin, c'est que dans une des collections pour étudiants, disons, la collection GF, on a désormais un Thérèse philosophe avec toutes les gravures. Là, je ne trouve pas, mais parce qu'elles se cachent, mais elles y sont. Elles y sont. Et comme dirait la présentatrice, c'est une de mes anciennes élèves, hein, qui est maintenant professeure, Florence Lautry, à autrefois Paris Diderot. Donc, il est temps, vous imaginez toute cette introduction pour me justifier de parler de Thérèse philosophe et du Portrait des Chartreux, qui ont donc été en effet des best-sellers. Alors c'est toujours difficile de savoir exactement les tirages à l'époque, mais on sait combien la police arrive à en saisir, ici ou là. C'est par centaines. Hein, et d'autre part, on peut voir les arrestations de colporteurs, les arrestations d'imprimeurs, de libraires, beaucoup plus rarement, là, dans ce cas, des auteurs. En tout cas, en 1741, la police parisienne s'émeut parce qu'on a rapporté, les mouches rapportent que, donc les mouchards, hein, rapportent que on est en train d'imprimer un livre totalement scandaleux, dès son titre, parce qu'il raconte, parce qu'il les images, et parce qu'il y a de la philosophie
anticléricale, anticatholique en France, et voire la mise en cause des religions qui ne seraient que des inventions humaines. Le livre, en effet, a pour titre « L'histoire de Don B. Portier des Chartreux, écrite par lui-même ». Et donc, tout le monde comprend que B veut dire bougre. Et tout le monde sait au XVIIIe siècle que bougre, ce n'est plus un dérivé de bulgare, mais ni un hérétique religieux, mais un hérétique sexuel. Quand on ouvrait le roman, on trouvait l'apostrophe très classique que je vous lis. « Quelle grâce n'ai-je pas à rendre au Tout-Puissant, dont la miséricorde m'a retiré de l'abîme du libertinage, où j'étais plongé, et de me donner aujourd'hui la force d'écrire mes égarements pour l'édification de mes frères. » Mais après cette introduction, quand on continue, on trouve que la description de l'abîme du libertinage est tellement précise qu'on risque plutôt de plonger le lecteur dans ce dit abîme plutôt que de l'en retirer. Le titre est extrêmement brutal, Histoire de Dombourg. Et la preuve, c'est que les retirages, tout aussi clandestins, mais en plus pirates, dans d'autres lieux que Paris, à travers tout l'espace francophone, les autres tirages ont éprouvé le besoin d'utiliser d'autres titres. Il y en a sans doute une vingtaine entre 1741 et le début de la Révolution. Donc, on efface Dombourg, ça devient Le Portier des Chartreux, ou bien Mémoire de Saturnin, écrit par lui-même, ou bien, par anagramme à la rigueur, Histoire de Gouberdon, Portier des Chartreux. Et c'est une règle de littérature clandestine, on met un lieu d'édition fictif, et, si possible, fantaisiste. Donc, en terre vaudoise, vous accepterez ces plaisanteries anti-pontificales et anti-catholiques. Donc, la première édition a pour lieu à Rome, chez Philotamus. J'ai vérifié, Philotamus est un démon d'ordre inférieur soumis à Bélial. Ou bien à Rome, aux dépens des Chartreux. C'est normal, puisqu'il finit portier des Chartreux. À Grenoble, de l'imprimerie de la Grande Chartreuse. Ou bien même sous les yeux du Saint-Père, ou un peu platement et très classiquement à Londres. La répression, je vous le disais, a frappé le bout de la chaîne de production et a essayé de remonter jusqu'à l'auteur. La police a identifié deux auteurs possibles, qui étaient deux clercs dans une étude d'avocat. Elle en a arrêté l'un, puis elle s'est dit que ça devait être l'autre plutôt qui avait écrit le texte, peut-être les avait-ils écrits en collaboration. Toujours est-il qu'on ne trouve plus trace de ce qui s'est passé, ils ont dû être relâchés. En tout cas, celui qui est le plus vraisemblablement l'auteur, c'est Gervaise de la Touche, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il aurait peut-être écrit deux autres romans. Mais pour le situer quand même, il a à peu près les mêmes dates que Diderot. Il naît en 1715, il meurt en 1782, et Diderot, je vous rappelle, c'est 1713-1784. D'une certaine manière, Gervaise de la Touche est donc un écrivain qui n'a pas de personnalité pour nous, mais qui est donc au carrefour de ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui se fait dans son temps. C'est un bon représentant de la pensée des Lumières, non pas
les grands philosophes, les grands écrivains, mais à un niveau, comme tout à l'heure je commençais par le second rayon, un second niveau de la création intellectuelle du temps. Donc, succès du roman d'après le nombre de rééditions, de réimpressions, et qui sont souvent, j'ai oublié de le préciser, non pas des retirages à partir de la même base, mais des refabrications, et on a des programmes iconographiques, donc des séries de gravures différentes. La preuve, l'importance du livre se mesure également d'après les imitations qui ont essayé d'utiliser le succès du bouquin. Je ne sais pas si on peut dire au XVIIIe siècle, ce sont des produits dérivés, si vous voulez. Donc, 41, Le Portier des Chartreux, 45, Meunier de Kerlon, lui on le connaît, publie La Tourière des Carmélites, pour servir de pendant donc au premier. Puis en 78, anonymement, Les Mémoires de Suzon, sœur de Dombourg, qui reprend en effet un personnage du roman, en développant. Puis même, quelques années encore après, L'Histoire de Marguerite, fille de Suzon, nièce de Dombourg. Ces textes sont moins intéressants et ont de plus en plus de scènes sexuelles et de moins en moins de philosophie et de réflexion morale. Et on a même remarqué dans l'histoire de Marguerite, un moment on est dans un de ces sous-bois que j'évoquais, et les amants sont arrêtés au milieu de leurs ébats parce qu'il y a un âne qui débarque et qui se met à braire. Et c'est Jean-Christophe Abramovici, qui connaît bien aussi toute cette littérature, qui dit que c'est un peu le symbole du passage d'un libertinage à contenu moral à des scènes destinées à faire rire. On retrouve un peu une littérature de gare, à l'époque où il n'y avait pas de gare. Et sous la Révolution encore, on aura l'utilisation de la figure de Dombourg pour des pamphlets. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est devenu un nom comme un nom propre, si vous voulez, un nom commun plutôt, un personnage qui n'a plus tellement de personnalité idéologique, puisqu'on a un pamphlet anti-révolutionnaire qui s'appelle Dombourg aux États généraux, et deux autres pamphlets qui sont plutôt soit opportunistes, soit révolutionnaires. Thérèse philosophe a sans doute été conçue à l'origine comme, là aussi, un pendant du Portier. Portier, c'est donc un récit mémoire à la première personne où Saturnin, le moine, raconte sa vie. Eh bien, on va écrire la même chose avec une jeune femme, Thérèse. Puis, pour toute une série de problèmes politiques et d'histoire de la librairie, le roman Thérèse philosophe a été publié seul en 1748, et là encore, on le sait parce que la police est au courant et saisit un certain nombre d'exemplaires. C'est dans ce type de domaine, d'après Robert Darnton, le livre libertin qui s'est le plus vendu au XVIIIe siècle. Ou comme dit François Moureau, Thérèse a fait gémir les presses. Le seul catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale compte 8 éditions différentes. Pascal Piat, qui a fait une bibliographie du livre érotique, en compte 16. Et là encore,
hein, on a dans toutes ces éditions des gravures, parfois en très grand nombre. Hein, dans les romans habituels du XVIIIe, on a, souvent ils étaient retirés dans des petits formats. S'il y a 4 volumes, 4 petits in 12, vous avez 4 frontispices. À la rigueur, 2 gravures dans chaque petit tome. Là, on a des programmes iconographiques qui vont jusqu'à une vingtaine de gravures. Donc le livre est acheté aussi pour ces images évocatrices, disons. À la différence du Portier des Chartreux, Thérèse philosophe, c'est un titre simple, efficace, qui n'a jamais été touché. Dans toutes les rééditions, ça s'appelle Thérèse philosophe. Pourquoi? Parce que philosophe, c'est le mot à la mode à l'époque, c'est le mot qui résume l'état d'esprit de l'époque et qui est accolé à un prénom féminin. Donc, il parle au lecteur. On a eu moins de produits dérivés, on a seulement une anti-Thérèse ou Juliette philosophe et une nouvelle Thérèse ou la protestante philosophe, histoire sérieuse et galante. Et une Juliette philosophe, on se dit, c'est la Juliette de Sade. Non, non, on est en 1750. En revanche, il faut évoquer la Juliette de Sade parce que c'est elle qui découvre le roman dans... Alors bien sûr, on est dans une fiction de Sade, donc où est-ce qu'elle retrouve? Elle trouve Thérèse philosophe. Dans la bibliothèque d'un moine, bien sûr, un carme. La semaine de Pâques. Il faut ce qu'il faut. Hein. Et d'ailleurs, le pauvre carme va mal finir. Elle va finir par le châtrer pour transformer son sexe en godemiché. Et Sade, je donne le détail pour des spécialistes que ça peut intéresser. Sade, à ce propos, donne un nom d'auteur et dit ce roman qui est du marquis d'Argence. Jean-Baptiste Boyer d'Argence, qu'on connaît bien, hein, qui était un écrivain important, prolifique, et prolixe et prolifique, et qui a été inquiété pour son impiété et qui est parti à Berlin, qui est devenu chambellan à la cour de Frédéric II et qui a présidé l'Académie de Berlin. Sade est quand même bien informé, puisqu'il est provençal, que comme d'Argence, comme la famille d'Argence, et alors toute une énorme littérature a été consacrée à la question faut-il ou non accepter l'attribution. Un certain nombre d'éditeurs donnent le texte sous le nom de Boyer d'Argence. Je vous montrais l'édition de Florence Letry CGF. Elle présente un texte anonyme. Les arguments contre, c'est que donc on a une attribution tardive, donc 50 ans après la parution, de la part de Sade, bon, qui n'est pas toujours d'une précision qu'on ne peut pas suivre dans tout ce qu'il dit. En revanche, le roman de Thérèse philosophe est sous-titré « Ou mémoire pour servir à l'histoire du père d'Irag et de mademoiselle Héradis ». Là encore, ce sont des anagrammes et on comprenait que c'était l'histoire du père Girard et de mademoiselle de l'Acadière qui avait défrayé la chronique en Provence et au Parlement d'Aix dans une vingtaine d'années plus tôt.
Or, le père d'Argence était président au Parlement d'Aix qui avait jugé l'affaire. D'autre part, on a trouvé toute une série de passages philosophiques qui pouvaient être approchés d'autres romans du Provençal. Et enfin, la perspective philosophique du texte correspond assez aux convictions de Boyer d'Argence. Par rapport au roman précédent, Thérèse philosophe, on va le voir, est à la fois théoriquement plus radical et socialement plus prudent. Et que d'Argence, en tant que chambellan du roi de Prusse, n'ait pas eu envie d'afficher dans la liste de ses œuvres ce texte est assez vraisemblable aussi. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux romans comme deux romans de formation. Je vous l'ai dit, ce sont deux récits mémoires à la première personne qui retracent l'expérience d'une vie à partir du jeune âge. Et qu'est-ce qui autorise Thérèse à devenir philosophe? C'est qu'elle va, et Saturnin avant lui, elle va regarder, être curieuse de son propre corps, du corps des autres, et qu'elle va réfléchir. D'ailleurs, il y a le même mot qui intervient dans Thérèse philosophe pour toute cette curiosité et cet intérêt à la chose intellectuelle, c'est examiner. Elle examine. Elle examine son corps, alors que sa mère lui avait dit « il ne faut pas regarder en dessous ». On est donc dans les années, première moitié du XVIIIe, on ne se lave, enfin la grande révolution de l'hygiène commence seulement. Donc on peut encore dire aux enfants, surtout ne regardez pas ce qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, enfin même je pense au sens chronologique précis, ces temps-ci, on est beaucoup plus sensible au parallèle, à l'opposition entre le début de la curiosité de Saturnin et le début de la curiosité de Thérèse. Là, les genres sont marqués. Saturnin se pense comme spontanément séducteur. Je cite, « Guidé par le seul instinct, je ne voyais pas une fille de 15 ans, une fille que je ne l'embrassasse, que je ne lui portasse la main partout où elle voulait bien la laisser aller. » J'ai été rassuré par la fin quand même, où elle voulait bien la laisser aller. Donc on a un Saturnin, pas encore dans Bougre, vous voyez, très actif. Thérèse, quant à elle, commence donc par se regarder, par se caresser. Elle a une relation repliée sur elle-même, mais très expérimentale. Et elle découvre beaucoup de choses dans son corps, sinon que sa mère et son confesseur mettent très vite un holà. Et une même scène va ouvrir les deux romans, une scène de voyeurisme. Saturnin, un jour où on le pense à l'école, n'est pas à l'école, il est chez lui, et il entend du bruit dans la pièce d'à côté. Ce sont les ébats de sa mère nourricière, c'est-à-dire pas vraiment sa mère, et bien sûr du moine du couvent d'à côté, d'un des moines du couvent d'à côté, qui a un beau nom qui s'appelle le père Polycarpe. Thérèse, elle, est invitée par une de ses amies à assister
à une séance d'émoi mystique, et donc elle se rend pour cacher, pour voir ce qui se passe. Mais le dispositif est identique. Saturnin s'approche donc de la cloison, cherche s'il peut voir, et il dit qu'il sent un trou qui avait été couvert par une grande image. Dans un certain nombre d'illustrations, l'image est une image pieuse, bien sûr. Je la, dit-il, perçais et je me fis jour. Et donc, il regarde, il commande quel spectacle. À quelques centimètres de lui, il a un accouplement. Quant à Thérèse, elle est cachée dans un petit cabinet. Un trou large comme la main, qui était dans la porte de ce cabinet, couvert d'une vieille tapisserie de Bergame très large, très claire, me laissait voir librement la chambre en son entier, sans risquer d'être aperçu. Donc, dans les deux cas, le jeune garçon, la jeune fille, assiste à un accouplement, mais dans l'un, c'est un accouplement voulu, réciproque, d'amants, sans doute illégitimes, mais qui savent ce qu'ils font, sont des adultes consentants, disons, alors que la scène que voit Thérèse est une scène qui la scandalise, qui nous scandalise, où un père jésuite fait prier la cadière, la fouette, en fait la dénude, et lui applique, dit-il, le cordon de Saint François, qui est son propre sexe. Et Saturnin, lui, va avoir envie d'imiter ce qu'il a vu. Et d'ailleurs, il s'approche un peu trop, il fait tomber la cloison, et donc il est dépucelé par sa nourrice. Heureusement, ce n'est pas sa mère. Mais sa mère réapparaît plus tard. Alors que dans le cas de Thérèse, elle est scandalisée. Elle est scandalisée, c'est un traumatisme religieux pour une jeune fille qui est présentée comme dévote, en tout cas pieuse, et scandalisée du mensonge, de la fourberie, et, dit-elle, car elle est une fille des Lumières, elle est éduquée, elle dit, il aurait pu lui faire un enfant. Il y a cette question qui intervient rapidement. Et à partir de la scène de voyeurisme, Saturnin va multiplier les imitations, alors que Thérèse va commencer par s'informer sans vouloir être touchée par aucun garçon, ni dans un premier temps par aucune fille. Elle trouve qu'elle peut faire les choses toute seule très bien et de manière relativement satisfaisante. L'histoire de Saturnin continue et, comme dans les romans catalogues, les romans mondains catalogues, il va donc avoir des relations en jouant sur la diversité des âges et la diversité des milieux sociaux. Une grande dame, bien sûr, on apprend des choses avec une grande dame propre et parfumée, et d'autres choses avec des filles du peuple. Et même, mais c'est parce que s'est trompé une nuit, une dame d'un âge très canonique, canonique au sens précis du terme, puisque c'est la servante du curé. Et il reconnaît que la nuit a été fort bonne, mais parce qu'il ne voyait pas totalement tout. Mais, donc la première partie consiste dans cette répétition qui cherche à ne pas être monotone, parce qu'il y a des réflexions pour justifier ce qu'il fait, légitimer le plaisir,
et critiquer un certain nombre de mœurs à l'intérieur du catholicisme. Mais le véritable père de Saturnin est donc le père Polycarpe. Il le comprend très vite. Et Polycarpe emmène son fils pour le faire recevoir dans son couvent, qui est un couvent de Célestins. Et c'est le début de la seconde partie, j'entre dans une nouvelle carrière. Et la première partie, donc, nous a montré complaisamment toute une série d'accouplements, d'une certaine manière simple, classique, entre un homme et une femme. La seconde partie va faire passer de l'évidence pour Saturnin de ces rapports à des jouissances médiates, disons, plus complexes, à cause des interdits religieux, puisqu'il est dans un couvent. Et il a fait vœu de chasteté. Donc, d'abord, il est condamné à une masturbation compulsive, jusqu'à ce que ses petits camarades lui montrent qu'il y a quand même beaucoup d'autres possibilités. Et donc, alors il fait carrière, il reçoit des ordres supérieurs, il peut dire la messe, et donc à partir de ce moment-là, il peut aussi abuser de tous les petits moines, ce dont il ne se prive pas, d'où le nom de Don Bougre. Et il découvre ensuite, alors bon là on a un roman satirique contre les couvents, il découvre que les plus vieux moines ont en fait organisé un véritable sérail au milieu de leur couvent, et il est reçu, après avoir été reçu dans le couvent, il est reçu dans le club privé, où il retrouve, qui donc, sa mère. Il avait dû être exfiltré du couvent pour être élevé par la nourrice. Et sa mère qui lui explique qu'elle est très heureuse là, en tant que, alors si on voulait être brutal, prostituée, enfin, prisonnière d'un couvent. Non, dit-elle, c'est le contraire. Nous avons tous les moines, c'est notre sérail à nous. Hein, c'est intéressant de voir comment parfois il y a des retournements un peu féministes de ce texte qui en général ne l'est pas. Et la mère tient un discours disant que toutes les relations sexuelles sont autorisées et que l'inceste ne doit pas le choquer. Il s'arrange pour trouver une série de postures à 4 qui évitent l'inceste proprement dit. Mais, dit-il, l'être humain imagine toujours au-delà. Et donc, il est comme coq en pâte au milieu de son couvent. Il a tout à sa disposition. Eh bien non, il s'ennuie un peu finalement. Il a trop de plaisir. Et donc un autre moine lui suggère de nouveaux plaisirs. Il dit, maintenant que tu peux dire la messe, tu peux confesser, va écouter les confessions. Et on a un développement sur une espèce de voyeurisme auditif. On m'a obligé à parler de ça. Hein. Moi, en général, je m'intéresse aux besoins infinis chez Madame de Staël. Bon, mais on m'a obligé de parler de la confession dans Le Portier des Chartreux comme voyeurisme auditif. Et c'est le moment aussi, d'ailleurs, où le mot confession, une quarantaine d'années avant Rousseau, devient un titre de roman. Hein, c'est-à-dire on a une appropriation par le roman de la confession. On ne parle plus devant Dieu ou devant son représentant, on parle devant
un ami souvent, ou une amie, ou un conjoint, une conjointe, pour lui raconter sa vie. Mais, et là, bon, vous connaissez les analyses de Michel Foucault dans La volonté de savoir, hein, il dit c'est l'intérêt des confesseurs pour les choses sexuelles qui a inventé la sexualité au sens moderne du terme. Et je ne crois pas que Michel Foucault cite Le portier des Chartreux, mais d'une certaine manière, le roman donne raison au texte, puisque la confession devient une variante de la situation érotique. Hein, mais le roman finit mal, pour finir, semblait finir de manière morale, à savoir, à un moment, il ne joue plus le jeu du club fermé des moines, il veut garder une de ces jeunes filles dont il dirige les confessions pour lui, donc il s'enfuit, il attrape la vérole et il finit impuissant. Et donc il passe, heureusement, les Chartreux l'accueillent, il était chez les Célestins, et il devient portier des Chartreux, il raconte sa vie. Mais il écrit son épitaphe, et là, cela met en cause quand même le sérieux de son retour à la foi et à la morale, puisqu'il propose qu'on écrive sur sa tombe « Ixitus est tombougre, fututus futuit ». Et foutu, il a foutu. Voilà. Donc, vous voyez, un roman ironique, un roman qui veut être scandaleux, hein, mais qui passe par ces histoires. D'une certaine manière, je vous ai raconté le pire, mais pour justifier ce qui se passe, il y a une réflexion sur le plaisir, le corps et la légitimité de la recherche du plaisir, aussi dans la sexualité. Et, bon, je n'ai pas le temps, là, il faut que je vous parle à Thérèse philosophe, mais vous avez toute une série de réflexions sur l'imagination. Et dans ce roman qui semble tout dire, tout montrer, on explique que l'essentiel est dans ce qui reste à imaginer. Et d'ailleurs, vous savez que Pierre Bell, déjà au début du XVIIIe siècle, avait défendu, c'est-à-dire justifié la littérature brutale, la littérature explicite, en disant « il vaut mieux montrer les choses directement que vous laisser imaginer. Parce que quand vous faites l'effort d'imaginer, vous êtes pleinement... » On est encore dans une casuistique assez classique. Hein, vous participez à l'acte défendu. Alors que quand vous le voyez, vous pouvez être choqué. Donc, fututus futuit. Et également, il y a deux récits enchâssés de sa sœur Suzon et de la maîtresse de sa sœur, puisque Suzon, elle, fait aussi des expériences parallèles. Et à la fin, on a une référence au peintre Timante dans l'Antiquité, qui avait à peindre le drame du père d'Agamemnon au moment du sacrifice de sa fille. Hein, et donc, l'idée de Timante a été de lui voiler la face ou de lui cacher la face dans les mains pour laisser le spectateur imaginer ce qui était la pire douleur pour un père que de devoir sacrifier sa fille. Et le romancier de Gervaise de la Touche, peut-être, donc, à propos d'une des dernières scènes d'amour, dit qu'il ne peut pas la raconter, qu'on me permette d'imiter ici le sage grec qui, peignant le sacrifice d'Iphigénie,
après avoir épuisé sur le visage des assistants tous les traits qui caractérisaient la douleur la plus profonde, couvrit celui d'Agamemnon d'un voile, laissant habilement au spectateur le plaisir d'imaginer quels traits pouvaient caractériser le désespoir d'un père tendre, etc. L'itinéraire, je vous disais, de Thérèse part sans doute d'une scène qui semble, dans son dispositif, semblable à celle de Saturnin, mais qui en fait la dégoûte, la révulse. Et à partir de là, elle fait des expériences, mais par personne interposée. Elle fait des rencontres. Et d'abord, après ce mauvais prêtre, ce mauvais jésuite, le père Gérard, alias Dirag, elle va rencontrer un bon abbé. En tout cas, un bon abbé au sens de ce roman. C'est-à-dire un abbé qui a réfléchi sur ce qui est légitime à un homme et à une femme de chercher. Et donc, elle découvre progressivement que cet abbé est en fait l'ami et l'amant d'une femme du monde, et elle se cache à nouveau, mais on n'est plus à l'intérieur d'une maison, on est dans un sous-bois, et elle assiste à une discussion, donc une libre discussion entre eux, où ils mettent en cause l'origine non humaine des religions, et ils essayent de justifier une morale du plaisir, mais ce qui la frappe, c'est que c'est un couple où l'homme et la femme justifient par la réciprocité tous leurs gestes. On a une scène d'amour totalement consentie par les amants, et elle est marquée par ce respect qu'ils ont l'un pour l'autre. La rencontre suivante, c'est celle d'une... Il faut dire que la pauvre, elle arrive à Paris, elle n'a aucun moyen de survivre, Thérèse, et elle risque de devenir elle-même prostituée. Elle est prise en charge par une ancienne courtisane, la Bois-Laurier, qui avait une caractéristique physiologique très particulière. Elle ne pouvait pas être pénétrée par un homme vaginalement. Donc, alors là, dans cette seconde partie de Thérèse philosophe, on a un peu comme dans Le Portier des Chartreux, après avoir vu un couple hétérosexuel sans respect ou un couple hétérosexuel réciproque, elle va découvrir toutes les variations possibles et toutes les fantaisies ou bizarreries possibles de la sexualité en dehors de la pénétration vaginale. Donc beaucoup de bougreries, mais également toute une série de fantaisies que je vous passe et que vous pouvez imaginer. Je laisse ça encore à votre imagination. Mais on est en 1748. 1748, c'est aussi l'année de l'esprit des lois. C'est quoi l'esprit des lois de Montesquieu? C'est de montrer qu'il y a une rationalité des législations et des constitutions les plus bizarres. Eh bien, d'une certaine manière, dans la Bois-Laurier, elle montre que le principe de plaisir, selon les individus, les situations, va amener des choses les plus a priori révoltantes. Mais ça s'explique. On est un siècle et demi avant Krafft-Ebing, et il y a quelque chose de Krafft-Ebing, des psychosexologues allemands de la fin du XIXe siècle. Thérèse écoute.
Et elle n'a jamais, pour parler notre langage un peu bébête, couché avec un homme. Mais elle a appris beaucoup de choses, elle a beaucoup réfléchi, et elle connaît bien son corps. C'est déjà beaucoup. Dernière rencontre essentielle, et tout d'un coup, on est déjà dans un contexte différent. Elle va rencontrer un homme, Oussa, exactement comme dans Les Égarements du curé de l'Esprit de Crébillon, à l'opéra. Dans ce lieu où la sociabilité est mise en scène, est théâtralisée, elle rencontre, et dans un lieu où on va chanter ou jouer l'amour sur la scène, elle rencontre un comte qui, ils vont se revoir, qui bien sûr est charmant, riche, délicat, philosophe, il a beaucoup réfléchi, et finalement il lui propose de vivre avec lui, d'abord comme ami, puis de se limiter à ce qu'on appelle à l'époque la petite oie, c'est-à-dire d'avoir des relations sans pénétration. Et puis ensuite, il la piège un peu, mais gentiment, il lui propose une gageure. Il va lui demander de vivre pendant 15 jours au milieu de sa bibliothèque de livres érotiques et avec au mur des gravures du même acabit, sans se toucher une seule fois. Alors je ne me souviens plus, au bout de quelques jours, elle tient quand même, mais elle craque. Et ce livre qu'on dit pornographique ne fait découvrir une relation que les sexologues vont dire complète avec un homme uniquement à la dernière page. Et ils décident, ils ont un contrat de vie, ils vont vivre ensemble, sans se marier et surtout sans faire d'enfants. Et en étant heureux, mais pas forcément en le disant à tout le monde. Donc il faut conclure, j'ai un peu abusé de votre temps. Les deux textes donc se ressemblent, ont beaucoup de points communs, qui est d'abord la déculpabilisation de la vie physique et de la vie sexuelle. Encore une fois, le mot n'existe pas à l'époque, fondée sur une conception de la morale comme devant uniquement être axée sur le bien-être des uns et des autres. Et une relation doit être une relation de réciprocité et de respect mutuel. Surtout dans le texte féminin. C'est intéressant, c'est dans le texte Thérèse philosophe qu'on trouve cela. La différence, c'est que le Portier des Chartreux est un texte qui veut choquer, je crois, brutal, qui veut être scandaleux, pour des raisons économiques et pour des raisons de fond, mais qui ne propose pas vraiment une morale alternative. On voit que la morale religieuse telle qu'elle est pratiquée par les pères jésuites et les différents confesseurs n'est pas satisfaisante, elle est dangereuse. Alors que dans Thérèse philosophe, on va vers une morale avec ce couple final, le couple d'abord de l'abbé et de la Madame C et l'abbé T, point de suspension, puis Thérèse philosophe et le comte, ils sont jeunes encore. Là, on a une proposition de vie différente, mais c'est réservé à une élite, aux gens qui ont réfléchi et qui ont les moyens de vivre. Le comte est très riche, ça aide. Finalement, dernier mot, c'est que je trouve ces romans marquent bien aussi les hésitations des Lumières entre réforme et révolution, entre une évolution rapide, un bouleversement des mœurs,
ou par étapes, pour tous ou pour quelques-uns. Et finalement, même aujourd'hui, où on est, enfin, moi je parle avec mon sexe et mon âge, hein, bousculé par ce qui se passe. Des fois, je suis content de ne plus avoir à faire des cours de première année, parce que je me dis que... Puis là, déjà, l'idée d'être filmé et d'être ensuite... Cela ne me rend pas vraiment malade, mais enfin, bon, j'y pense quand même. Les questions, je trouve, que pose cette littérature sont vraiment des questions sérieuses, au-delà du plaisir ou du déplaisir de trouver des sexes en premier plan et en nudité frontale. Je vous remercie.